Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Ce mois-ci, on vous emmène dans les étoiles. Entre drones et capsules spatiales, des pépites genevoises travaillent sur le développement de ces technologies pour améliorer les métiers industriels. Alors, où en est-on sur l'essor des drones et du secteur spatial à Genève? Quelles questions soulèvent leur utilisation et comment ces outils peuvent faciliter le travail des industriels? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. L'industrie des drones est dans le vent. Les usages photographiques ou chimiques de tels engins ont donné un engouement au secteur. Cependant, l'absence de réglementation spécifique en Suisse freine son développement. Certaines PME genevoises n'en ont cure et proposent déjà des solutions d'avant-garde, à l'instar de WinShape. On voulait à la base, initialement, on voulait faire un drone qui pourrait rester infiniment en altitude. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à créer l'outil ultime pour tester les drones. Et un an plus tard, on avait cet outil et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché pour l'outil. Au lieu de faire des drones, on est resté là-dedans. WinShape s'est ainsi spécialisé dans les tests en soufflerie pour fabricants internationaux de drones, en menant des tests précis dans toutes les situations possibles. C'est en fait des machines qui permettent de recréer l'environnement du drone à l'intérieur d'un laboratoire. C'est une soufflerie avec des milliers de tout petits ventilateurs et on peut contrôler chacun de ces ventilateurs indépendamment pour générer des profils de vent aussi complexes qu'on le souhaite. Le seul moyen aujourd'hui qui existe pour tester les drones dans les configurations qu'ils vont rencontrer quand ils seront en train de voler. Dans la foulée, la jeune société s'est mise à fournir des certifications pointues, mais accessibles. Aujourd'hui, il y a très peu de moyens de test standardisés qui existent. Si on veut pouvoir, un drone donné, lui donner accès à voler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il faut qu'il soit testé dans toutes les conditions possibles qu'il peut rencontrer au cours de sa mission. Ça demande beaucoup de travail là, pour créer des protocoles de certification qui soient rigoureux, précis et qui soient aussi peu coûteux dans le sens où on veut que le marché du drone réussisse à se développer. À terme, les applications de drones seront multiples, dont la logistique et l'espace. On sait que les drones ont le potentiel de remplacer des satellites avec les drones de haute altitude. Et ça ouvre beaucoup de portes de pouvoir bénéficier de l'espace tridimensionnel en fait. L'EPIA est associée, aux côtés de sa consoeur de Fribourg, à un projet ambitieux, nom de code Hades. Il vise à envoyer dans l'espace, en mars, une capsule scientifique sur une fusée à partir d'une base suédoise. C'est déjà le 3e engagement à succès de l'EPIA dans le programme européen Rexus. Une fois, c'était avec le projet César, l'expérience a été lancée en 2013. Une fois, l'expérience ARES qui a été lancée en 2019. Et maintenant, on est en train de travailler sur l'expérience Hades. Les compétences existant dans l'arc lémanique font souvent la différence dans ce domaine. On a travaillé aussi avec des centres de formation professionnels qui ont, notamment le CFPT de Genève, a construit les pièces mécaniques pour l'expérience Hades. Et en fait, l'Agence spatiale européenne a été vraiment étonnée, quelque part, par la qualité du travail fourni par l'ensemble de toutes nos formations. Et souvent, en fait, ils s'attendent de nous à quelque chose de plus par rapport à des équipes qui n'ont pas cette vocation professionnelle. Et ça, c'est un atout pour nous. C'est vraiment quelque chose en plus. Mathias Widmer est l'un des étudiants à la tête du projet. Il nous explique la mission Hades. Aujourd'hui, on utilise des capsules comme une sorte de cargo pour faire revenir des échantillons d'astéroïdes, de lunes, sur Terre. L'enjeu de la mission, assurer la stabilisation de cette capsule lors de son entrée dans l'atmosphère pour que le parachute puisse s'ouvrir de manière correcte. Au travers de tests, notamment chez Railfly à Sion, l'équipe a trouvé un système de compensation pour éviter les vibrations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le centre de gravité, pour faire simple, de la capsule au bon moment pour la stabiliser. C'est-à-dire que si elle commence à vibrer dans ce sens, on va faire vibrer le centre de gravité en opposition pour stabiliser. Le largage de la capsule depuis la fusée est aussi un moment crucial. Une structure sur mesure a été fabriquée. Il y a un système, on va dire, pyrotechnique, comme un explosif, qui va s'enclencher, qui va libérer les morts et qui va lâcher la capsule dans l'espace. Mathias s'est consacré pendant des mois à cette aventure, en plus de sa formation. C'est-à-dire qu'on l'a fait en parallèle de notre bachelor, mais c'est tellement spécifique le spatial, il y a tellement de particularités, que ce soit en gestion du projet, que ce soit en conception mécanique pure, que ça nous apportait énormément de connaissances
C'est plus facile à mettre en place sur différents projets que je vais aborder dans le futur. Cette expérience lui aura donné l'envie de se consacrer à l'espace alors que ce n'était pas son intention première. Hadès sera suivi de beaucoup d'autres projets, prouvant encore l'interaction permanente entre hautes écoles et industrie. On a quand même aussi dans le pipeline d'autres projets que nous souhaitons mettre en place. Un projet qu'on est en train de tisser avec toutes les écoles de la HESSO qui serait d'envoyer un CubeSat, donc une expérience dans un satellite. Et aussi avec l'Université de Berne, on est en train de travailler à une expérience Bexus, donc sur des ballons-sondes, pas sur des fusées, et qui serait envoyée dans les hautes couches de l'atmosphère s'il y a une signature qui pourrait peut-être promettre une vie sur une autre planète. Si la conquête spatiale fait moins rêver que dans les années 60, elle a su se réinventer, notamment grâce à des passionnés genevois. Romain Kirchhoff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'Usufly, une start-up qui génère des modélisations 3D par drone pour les secteurs de l'urbanisme et de la construction. Alors votre solution, comment elle fonctionne et elle est née comment l'idée ? Une bonne question. Je vais commencer avec d'où elle est née. Je pense depuis tout petit, j'ai toujours eu un drone pour faire des prises de vue aériennes, cette envie de aussi créer une start-up. Et je pense que ça a été une suite logique à travers mes études. J'ai un master management de la technologie et entrepreneuriat à l'EPFL. Ensuite, j'ai rejoint une société d'investissement dans les startups où j'ai écrit ma thèse sur l'industrie des drones. Du coup, j'ai pris cette fibre de l'industrie des startups où j'ai rejoint une startup londonienne qui a levé jusqu'à 10 millions et j'étais en charge de tous les projets liés aux drones. Et du coup, que ce soit des relevés topographiques, de routes, d'architecture, d'infrastructures, etc. Et je voulais amener ça plus loin. C'est pour ça que je suis revenu en Suisse, que j'ai créé Usufly, pour amener l'aspect à la fois visuel et technique de ces modélisations 3D qui peuvent du coup être vues par tout un chacun et converties en fichiers techniques pour les ingénieurs et les architectes. Sur quel type de projet s'applique cette modélisation 3D par drone ? On a deux types de projets principaux. Il y a les projets liés à l'urbanisme et au développement du territoire. On va faire une modélisation 3D à l'échelle de quartiers, de communes ou même de villes entières. On va pouvoir avoir 4 solutions. La première, c'est de visualiser le terrain actuel de manière beaucoup plus précise et plus récente que Google Maps. Ensuite, on peut intégrer tous les futurs projets, les futurs gabarits dans cet environnement 3D. Ensuite, pour les architectes et ingénieurs, on peut convertir ces modèles en fichiers topographiques qui vont pouvoir intégrer directement dans leur logiciel traditionnel. Et finalement, on peut faire une vidéo marketing pour intégrer le futur design dans une vidéo vraiment immersive pour le grand public. Et le deuxième type de projet, c'est lié à l'infrastructure. Donc, à nouveau, on va faire des modélisations très précises, par exemple de barrages, de ponts, etc., pour avoir soit lors de la planification d'un nouveau projet ou la maintenance d'un projet existant, pour avoir l'aspect à nouveau visuel pour l'inspection ou le côté technique pour la construction de ces nouveaux barrages. Aujourd'hui, quels sont les enjeux auxquels vous faites face pour intégrer cette solution dans les métiers traditionnels ? Alors, je pense qu'on a 3 enjeux principaux. Déjà, au niveau du grand public, la perception elle est assez négative par rapport aux drones. C'est un peu invasif. Du coup, c'est de promouvoir les drones comme outils professionnels, que ça va être utile pour expliquer à tout un chacun les futurs projets qui vont être créés autour d'eux. Aussi, au niveau professionnel, est-ce que les données générées par drone vont être aussi précises que les méthodes traditionnelles utilisées jusqu'à maintenant ? Et troisièmement, au niveau de la régulation, c'est comment est-ce qu'on va finalement intégrer ces drones dans l'espace aérien qui est partagé avec les avions de ligne et de tourisme. Et quels sont les avantages d'utiliser cette technologie ? Alors, les avantages, je dirais principalement la communication et la vulgarisation de tout futur projet. Actuellement, c'est partagé sous forme de plans 2D ou des images de synthèse qui donnent des images très restreintes au niveau du contexte visuel. Et nous, on apporte vraiment une solution immersive et 360. On a aussi une réduction des coûts et du temps par rapport aux méthodes traditionnelles. Et au final, une méthode verte, on va dire, les drones n'émettent pas de CO2 par rapport au relevé d'avions ou d'hélicoptères sur des grandes surfaces. Et comment elle s'intègre, cette technologie, avec les autres corps de métier de l'urbanisme, de la construction ? Voilà, alors ça c'est principalement lors de la phase de relevé topographique. On va délivrer nos modèles digitaux en format technique,
fichiers type AutoCAD qu'ils vont pouvoir directement utiliser dans leur propre logiciel. Donc, chaque corps de métier a des formats différents et nous, on va être sûr de les convertir en fichiers qu'ils puissent directement utiliser. Est-ce que la Suisse est en avance sur cette technologie et est-ce un bon terrain d'expérimentation ? Alors, je vais commencer par dire que la Suisse et même l'Europe en général sont en retard par rapport à l'Australie notamment, mais aussi les US, où la 3D est vraiment la norme. Et par contre, pour répondre à la question, oui, la Suisse est un super terrain. Je pense qu'elle peut se positionner comme leader européen, mais il y a aussi tout cet écosystème au niveau des régulateurs qui sont très innovants, des autres écoles où on a les plus grandes sociétés dans l'industrie du drone, comme Sensefly, Wingtrap, X4D, plein de startups, comme on l'a vu avec Winshape, Involy, Regitech et plein d'autres, et aussi tout cet écosystème d'accélérateurs et d'investissements. Les prochains projets pour Usufly ? Les prochains projets, c'est de continuer le développement au sein du marché urbain, donc au sein des communes, avec des architectes. Ensuite, aussi développer le deuxième marché de l'infrastructure. On a fait un premier projet en Géorgie même. Et finalement, ça sera d'étendre aussi à l'international en faisant des partenariats avec des sociétés locales qui ont des drones et on partage notre technologie de modélisation 3D. Romain Kirchhoff, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'aimant bleu.